Coucou, on continue notre exploration du logiciel Blender et on va mettre un petit peu les mains dans le cambouis pour commencer à s'amuser un peu et à passer à la pratique. Donc quand vous ouvrez le logiciel, si vous cliquez dans le viewport 3D, la fenêtre, je sais pas comment on appelle ça, ouais, la petite fenêtre Startup disparaît et en théorie vous devez avoir un cube, une light et une caméra, donc une light, une lumière, hein, bien sûr. Euh, Si vous êtes vraiment francophone et que vous avez du mal avec l'anglais, on regardera à la fin de la vidéo comment passer le logiciel en français. Je l'utilise en anglais parce que c'est une question d'habitude et de confort, puisque l'ensemble des logiciels de création d'images dans le graphisme sont en anglais, c'est une habitude, c'est une sorte de convention. Euh, on va voir dans cette vidéo les raccourcis clavier et les icônes. On va commencer par les icônes du viewport 3D pour commencer à choper quelques réflexes sur le déplacement des objets, le déplacement de la caméra, la manière dont on peut créer rapidement des nouvelles primitives, des nouveaux objets. Il n'y a pas besoin d'apprendre énormément de raccourcis clavier. Ça peut être intimidant, et si jamais vous n'avez pas le raccourci clavier, les icônes sont très rapidement à disposition, et vous allez voir qu'en fait, si vous êtes un peu réfractaire au raccourci clavier, vous pouvez accéder dans tous les cas aux mêmes outils via les icônes visuelles, et si vous positionnez votre souris sur n'importe quel élément de menu dans Blender, ça devrait être partout le cas, Blender fait apparaître une petite fenêtre qui va vous donner le nom de l'icône, enfin le nom de l'élément que vous allez sélectionner, une description et le raccourci clavier qui est associé. Et ce qui est super cool aussi dans Blender, c'est que vous pouvez associer des raccourcis clavier à n'importe quoi, ce qui peut très rapidement automatiser un process quand vous avez des tâches répétitives. C'est super. Euh, Dans Blender, je finis avec l'interface utilisateur. Tout, absolument tout, est modifiable. Vous pouvez changer la gamme de couleurs de l'interface. Moi, j'aime bien la laisser telle quelle par défaut, assez sombre. Ça permet de reposer les yeux quand vous travaillez tard le soir et que c'est très désagréable et pas bon du tout pour les yeux quand vous travaillez dans un environnement sombre et que l'écran est très lumineux. Donc vous pouvez garder une interface sombre pour limiter la luminance qui arrive dans vos yeux. C'est pas du tout recommandé. Donc voilà, l'interface par défaut est très bien. Vous pouvez aussi modifier la taille de n'importe quelle fenêtre. On verra ça un peu plus tard dans la vidéo. On va déjà se concentrer sur ce que l'on connaît, ce que l'on a vu, mais tout est modifiable et vous pouvez complètement paramétrer votre espace de travail en fonction de vos besoins, de vos envies, voilà. Et bien sûr, vous pouvez les partager et puis j'imagine qu'il y a des sites où vous pouvez récupérer des presets de layout pour voilà. Mais bon, la manière dont est présenté le logiciel par défaut, c'est très beginner friendly. Euh, c'est très très bien pour commencer. Alors, on a vu dans les précédentes vidéos les fondamentaux de comment fonctionnent les logiciels 3D en règle générale et du coup aussi quelles sont les spécificités de cette approche-là dans Blender. Donc, on a vu comment créer des primitives 3D qui sont donc constituées de polygones. C'est donc une technologie de 3D polygonale et non pas du nuage de points, du voxel ou autre. C'est pas de la photogrammétrie, c'est vraiment du polygone. C'est la technologie qu'on va retrouver à 99% dans la plupart des logiciels, même s'il y a des alternatives qui commencent à arriver.
On a vu comment déplacer ces primitives 3D, donc ces objets sur leur axe X, Y, Z, comment les faire tourner en rotation et changer leur échelle en jouant sur les paramètres du scale. Et on a vu comment parenter un objet à un autre pour modifier leur position locale et globale par rapport au monde et aussi par rapport à un parents, système de parents-enfants. Ok, c'était un mini récap. N'hésitez pas à aller revoir les vidéos si c'est pas clair et aller jouer avec ça. Le meilleur moyen pour apprendre quelque chose, c'est de passer à la pratique. Bien sûr, il y a pas le mimétisme, mais on apprend en regardant les autres faire et c'est très très bien une fois qu'on a les notions élémentaires de base, aller s'amuser par soi-même et aller faire ses propres erreurs. De toute manière, vous risquez rien. Si jamais vous faites n'importe quoi dans une scène, vous faites File, New, General, et ça va vous créer une nouvelle scène 3D qui est donc celle par défaut. Si jamais vous faites un peu n'importe quoi dans le dans les menus, par exemple si vous vous retrouvez en plein écran, vous avez appuyé sur un raccourci clavier qui pour le coup est CTRL ALT espace, j'ai mis le viewport 3D en plein écran. Si vous êtes perdu, vous pouvez normalement il n'y a pas de menus qui sont affichés. Comment est-ce que... Ah oui, voilà, il y a le petit icône ici qui permet de sortir, mais voilà, si vous avez fait une erreur, vous pouvez aller dans File, Window... Merde, je voulais vous donner un conseil, je sais même pas le... Edit, préférences... En tout cas, il y a moyen de réinitialiser le... l'agencement des fenêtres par défaut. On verra ça un peu plus tard quand on parlera des... justement, comment juxtaposer les fenêtres et tout. Je suis vraiment désolé, je fais beaucoup de blabla, mais c'est des notions qui sont vraiment importantes. Il y a besoin de comprendre un peu la théorie pour démystifier et puis comprendre les fondamentaux et la pratique va venir relativement vite. Alors, je vais commencer par récapituler comment on se déplace dans le viewport 3D. J'en ai déjà parlé, mais c'est toujours bien d'avoir un rappel. Alors, on a un espace 3D. Le clic gauche permet de cliquer et donc sélectionner un objet présent dans la scène 3D. Lorsque je le sélectionne, on voit ici en haut à droite de l'écran l'outliner qui me fait un récapitulatif écrit des objets présents dans la scène. Donc je peux aussi les sélectionner avec le clic gauche dans l'outliner en les sélectionnant un par un. Lorsque ça fonctionne de la même manière dans Windows et probablement sur Mac, lorsque vous faites un clic gauche et que vous laissez appuyer, il y a une sélection rectangulaire qui vous permet de sélectionner un ou plusieurs éléments. Donc c'est la même chose dans l'outliner, ça fonctionne de la même manière. Ça ne fonctionne pas dans les autres menus parce qu'il n'y en a pas besoin. Si, ça fonctionne ici, dans la fenêtre d'animation. On verra pourquoi plus tard, parce qu'on peut sélectionner des clés d'animation. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intuitif et propre à Blender. Une logique qui est propre à un menu va être retrouvée dans d'autres menus, dans d'autres fenêtres. Il y a une logique assez universelle. Les raccourcis clavier sont assez universels et on retrouve les mêmes, quel que soit l'espace de travail, et c'est très agréable de ne pas avoir à retenir une complexité folle de raccourcis clavier. Juste avec les notions de base, vous pouvez très rapidement retrouver vos marques dans d'autres espaces de travail. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Le clic droit permet d'accéder à des options. Par exemple, je fais un clic gauche sur mon cube, je le sélectionne, je fais un clic droit dessus, et je peux modifier certains paramètres propres à mon élément sélectionné. Donc on voit que le menu va changer mais les propositions d'options lorsque je fais un clic droit. Donc c'est pas les mêmes options en fonction des objets sélectionnés. Et la molette me permet de zoomer, de dézoomer si je la tourne, et si je clique
sur la molette et que je déplace tout en... voilà, pardon. Si je déplace ma souris tout en maintenant enfoncée la molette appuyée, ça me fait une rotation de la caméra autour du dernier élément sélectionné. Donc là, je tourne autour du point de pivot central qui est au centre du monde. On voit l'espèce de petite icône qui est le 3D curseur. Mais si je sélectionne par exemple ma lampe et que j'appuie sur point du pavé numérique pour zoomer dessus et que là je tourne avec la molette, ça va me faire un panoramique complet de la caméra autour de l'objet sélectionné. Donc si au contraire je zoome sur mon cube et que je tourne et que je dézoome, je vais bel et bien tourner ma caméra qui va tourner autour du point de pivot de mon cube. Et pareil avec la caméra, là je tourne autour de ma caméra. Et par exemple si je sélectionne tous mes éléments, que j'appuie sur point, ça va tourner autour du barycentre, du point de pivot de mes trois objets. Donc en fait ça va me faire une espèce de point imaginaire qui va être au centre de mes trois objets sélectionnés et je vais tourner en 3D autour de ce point imaginaire pour avoir une vision d'ensemble des éléments sélectionnés. Si j'appuie sur la touche majuscule et que je clique sur la molette et que je maintiens la molette enfoncée, cette fois-ci je ne fais pas une rotation autour de mon point de pivot, je fais une sorte de panoramique, ce qui me permet de translater comme ça gauche-droite, haut-bas, voilà, en fonction de ce que j'ai besoin de voir dans ma scène. Donc, je peux tourner, je peux zoomer et je peux paner, comme le poisson. J'aime l'humour. Quelle honte. Voilà. Je peux sélectionner un élément. On a vu qu'en cliquant sur la petite flèche ici, j'ouvre les options de transforme de mon objet. Je peux donc le déplacer sur l'axe X, Y, Z. Je peux le tourner aussi par rapport à ses coordonnées locales sur son axe X, Y, Z. Pour le coup, ces coordonnées locales à lui sont les mêmes que les coordonnées globales, puisqu'il n'est pas parenté à un objet, il est directement présent dans la collection du monde. Je reviendrai plus tard sur le système de collection de Blender qui est, encore une fois, très bien pensé. Voilà. Je pense que ça va se sentir que j'aime beaucoup ce logiciel, qui est gratuit et qui est presque plus ergonomique que certains autres logiciels. Cela dit, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés et peut-être qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. J'en suis pas sûr. On verra bien. Ok. Clic gauche sur le cube. Ici, j'ai d'autres icônes. On a une icône qui me permet de paramétrer le curseur 3D. Donc si je fais un clic gauche, cette fois-ci, je ne sélectionne pas les éléments présents dans la scène, je vais déplacer mon curseur 3D. Pardon. Ce curseur 3D, c'est un élément qui est propre à Blender, c'est un outil qui permet de faire des tas de choses pour déplacer la position d'un élément, créer des astuces lors de la modélisation d'un objet et tout. C'est un outil qui est extrêmement pratique, on le verra plus tard, parce que il y a déjà moyen de faire beaucoup de choses sans l'utiliser, et c'est pas la peine de venir surcharger l'apprentissage avec des tas d'informations en plus. Voilà, c'est très utile, mais c'est secondaire. Là, il est plus au centre du monde. Pour le réinitialiser, on va dans View, ici, lorsque la petite fenêtre est activée. Et on a les coordonnées du curseur 3D, du 3D curseur, que vous pouvez remettre à 0 à la main en cliquant sur les éléments et en rentrant à la main des coordonnées en 0, X, Y, Z, ou le raccourci clavier pour réinitialiser des coordonnées en rotation, location et scale, c'est la touche
backspace ou retour arrière, la petite flèche qui est située autour de la touche entrée, ça réinitialise à 0. Je retourne sur l'item. Ok. Voilà. Il y a un raccourci clavier pour ouvrir et fermer visuellement cette fenêtre. Donc on peut soit cliquer... Merde. CTRL Z. Ah oui, j'ai fait une bêtise. Il y a un raccourci clavier, je vais faire dans l'ordre. Il y a un raccourci clavier pour ouvrir et fermer cette fenêtre, c'est la touche N. Voilà, si j'appuie sur N, ça ouvre et ça ferme cette fenêtre-là. Donc c'est assez pratique si vous voulez épurer votre support 3D et d'ouvrir assez rapidement cette fenêtre-là. Je vais repasser en sélection avec le curseur 3D parce que vous m'avez vu faire un clic gauche dans l'espace 3D qui est un peu un réflexe pour initialiser la dernière sélection en cours, et j'étais avec l'icône curseur, donc j'ai redéplacé mon curseur 3D. C'est pas ce que je voulais faire. Ok. Si je sélectionne mon cube, je peux aussi, plutôt que de passer sur les coordonnées de mon objet, je peux cliquer sur l'outil Move, et ici, si je zoome sur mon cube en appuyant sur point, on s'aperçoit que qu'il y a 3 petites flèches qui sont apparues. Donc ça permet de déplacer mon cube sur l'axe X, Y, Z. Donc si je clique sur une des flèches, l'icône disparaît, et donc là je déplace mon objet sur l'axe Y, pardon, puisque j'ai sélectionné l'axe vert. L'icône a disparu, et donc on voit que ça me rajoute une espèce de ligne verte pour me montrer que je déplace mon objet contraint sur l'axe Y par rapport aux coordonnées du monde. Ok, pareil avec l'axe Z et l'axe X. Ouh la vache. Je suis pas perdu, hein, c'est juste que je parle beaucoup. Je suis un garçon, je peux pas faire deux trucs en même temps. Je suis un peu bête. Non, c'est juste moi. J'ai du mal à faire deux choses en même temps, j'ai besoin de me concentrer. Je sais pas pourquoi. On voit aussi des petits carrés. Ce petit carré-là fait apparaître l'axe X et Y alors que j'ai sélectionné le carré bleu. C'est tout à fait logique. C'est pour déplacer l'objet non pas sur l'axe Z, mais sur tous les axes sauf le Z. Donc en fait, ça permet de déplacer non pas l'objet sur l'axe Z, mais sur le plan Z. Voilà, donc ça déplace sur l'axe X et Y et non pas le Z. Comme s'il y avait un espèce de sol imaginaire qui était au niveau de l'objet, qui me permet, tac, de le déplacer de manière, on va dire, libre, sauf sur l'axe Z. Si je clique au centre, ici, c'est un déplacement libre. On voit les coordonnées X, Y, Z qui, voilà, qui suivent la position de mon curseur. Et ça marche de la même manière avec les autres petits carrés. On retrouve la même logique avec l'icône rotation. Donc on peut faire une rotation sur l'axe X, Z et Y. Et une rotation libre en sélectionnant le cercle blanc. Je pense que ça marche aussi. Voilà. Le cercle blanc permet de faire une rotation libre par rapport à l'axe de la caméra. Donc ça fait une rotation de manière normée par rapport à la normale de la caméra, perpendiculaire par rapport à la normale de la caméra. On verra plus tard qu'est-ce qu'une normale. C'est assez simple à comprendre, mais on verra ça plus tard. Et si je clique sur aucun des axes, mais au centre de l'objet, ou voire peut-être autour, non, juste au centre de l'objet,
Ça fait une sorte de rotation libre, mais cette fois-ci par rapport au centre de l'objet. Donc ça fait une espèce de rotation, ouais, c'est une rotation libre X, Y, Z par rapport au centre de l'objet. Et on a le scale qui me permet de scaler l'objet sur son axe X, Z et Y. Je me suis trompé, X, Y, Z. Pareil, les petits carrés fonctionnent. Un scale par rapport à la vue caméra et un scale global par rapport à les trois coordonnées en même temps. Et on a l'outil de transform qui m'affiche les trois gizmos, les trois icônes en même temps. Donc là, je peux aussi bien déplacer mon objet, le scaler, donc l'étirer et le tourner dans un seul et même icône. J'ai une option qui me permet de dessiner de manière libre sur sur l'écran, donc en 3D. Donc c'est le Crest Pencil, je crois. Je l'utilise quasiment jamais, c'est très pratique pour travailler en groupe et très rapidement faire des notes dans l'espace 3D. Ça permet aussi de dessiner en 3D, pourquoi pas pour faire du storyboard en 3D. C'est quelque chose que je n'utilise quasiment jamais. Je sais pas comment le supprimer. Euh, euh, c'est un outil que je connais beaucoup moins. Et il apparaît pas dans l'outliner. Ça, c'est amusant. Encore une fois, je suis certain que c'est un outil qui est simple à utiliser. Le meilleur moyen, quand on fait une erreur, c'est de faire un CTRL Z. Voilà, ça a disparu. On a l'outil de mesure que je ne connais pas bien, qui permet de tracer une ligne entre deux objets pour connaître la distance entre deux points dans l'espace. J'ai l'impression qu'on peut sélectionner un point déjà tracé et modifier sa position, et donc ça m'affiche. Ok, ça fait 21 mètres, très bien. CTRL Z, et un outil qui permet de facilement créer une primitive cube de manière intuitive dans l'espace. À chaque fois qu'un icône a une petite flèche, si je laisse appuyer, ça permet de modifier ces options. Donc par exemple ici, je peux rajouter un cône de manière intuitive, un cylindre, une sphère. Voilà, c'est assez cool. Personnellement, je préfère... pardon, je vais supprimer tout ça dans l'outliner en les sélectionnant et en appuyant sur Sup. Je préfère créer un objet ici en appuyant sur Add, Mesh et en créant un cube par exemple, parce que je suis certain qu'il va me créer un cube au centre du monde qui est un vrai cube, qui n'est pas un cube allongé ou ce genre de choses. Ça permet de partir euh, d'un point de départ qui est propre d'un point de vue mathématique, et après on peut le modifier et le rendre plus organique. Et pareil, ici je peux laisser appuyer mon outil de sélection et faire une sélection non pas rectangulaire comme précédemment, mais une sélection circulaire. Ok. Ou le lasso qui me permet de sélectionner avec un lasso. Voilà. Le premier utilisé, il est très bien. Ok, il y a des options par rapport au scale, mais vu que moi j'utilise principalement les raccourcis clavier, j'utilise très très peu ces icônes. On peut d'ailleurs même les, les collapser ici. On peut même les agrandir pour avoir leur nom, mais on peut... voilà.
Je sais pas s'il y a un raccourci clavier qui permet de les cacher. Il me l'affiche pas. Bon, c'est pas grave. Je vais vous donner rapidement les 3 raccourcis clavier pour déplacer, tourner et étirer un objet. Et dans d'autres vidéos, on verra comment aller plus loin dans ces raccourcis clavier, mais je vais juste vous les donner maintenant pour que vous les connaissiez. Si vous sélectionnez un objet, donc dans le cas présent un cube, mais ça fonctionne aussi bien avec une lumière ou la caméra. Si vous sélectionnez l'objet, vous pouvez utiliser l'outil de déplacement, de rotate ou scale, avec un raccourci clavier sans avoir besoin de changer d'icône. Donc ça permet rapidement de sélectionner des objets et de ne pas avoir besoin de recliquer sur les icônes et les déplacer, les tourner et les scaler juste en appuyant sur des touches de clavier. Blender est vraiment conçu à la base pour être d'avoir un process de création qui tourne vraiment de manière intuitive autour du raccourci clavier. Alors, pour déplacer mon cube, je vais appuyer sur la touche G. Donc si j'appuie une fois sur G, on voit que mon icône, la souris a changé, et là je peux déplacer de manière libre mon cube. Très bien. Et dans Blender, pour valider l'action en cours, je peux appuyer sur Entrée. Donc cette fois-ci, mon cube est repassé en mode de sélection orange. Lorsque une action est en cours, il est blanc, d'accord? Ou bien, je peux appuyer sur le clic gauche de la souris pour valider l'action en cours. Si j'appuie sur le clic droit, ça annule l'action en cours. Donc ça repositionne mon cube à la position où il était. Ça m'évite de valider l'action en cours et de faire un CTRL Z pour ramener le cube là où il était. Donc, G pour déplacer l'objet. Pourquoi G? Parce que G comme grab, qui veut dire prendre en anglais. Et les 2 autres raccourcis clavier vont être beaucoup plus logiques en termes de nom. Pour tourner le cube, on va donc le rotate en anglais ou bien modifier sa rotation. Donc le raccourci clavier, c'est tout simplement R comme rotation. Et donc là, on voit que j'ai une petite icône. Plus j'éloigne ma souris du cube, plus lorsque je déplace ma souris, le cube tourne lentement, parce qu'il y a un rayon qui est beaucoup plus grand. Et plus je rapproche ma souris du centre du cube, le moindre mouvement de ma souris va le faire tourner vite. Donc si j'éloigne ma souris, je peux même l'éloigner beaucoup, ça va le déplacer très doucement. Parce que si je fais sortir mon curseur à gauche de la fenêtre, il réapparaît à droite, et donc ça me permet d'éloigner ma souris en dehors de ma vision 3D. Clic droit pour annuler l'action en cours, et je peux appuyer sur S comme Scale pour scaler l'objet. Ok? Attention au scale, si par exemple là ma souris est à gauche de mon cube, si je fais un scale et que j'éloigne ma souris, on voit mes informations de scale grandissent. Donc c'est un 1, quelque chose, voire 2, voire 3. Donc là j'ai scalé mon cube 4 fois. Si je le rapproche et que on descend sous la valeur de 1, donc 0, quelque chose, on diminue la taille du cube. Mais si ma souris passe de l'autre côté, donc à droite, on voit que j'ai un scale qui a une valeur négative. Donc visuellement, je l'ai étiré, mais en fait, je l'ai étiré à -2. Visuellement, pour le moment, ça ne pose pas de soucis, mais ça pourra créer des soucis pour le rendu final de l'image, quand on va faire de la lumière et tout. Il y a moyen d'éviter ce problème-là, mais ce sera dans une autre vidéo. Voilà, donc G pour grab, R pour rotate, S pour scale. Et si je veux, par exemple, juste déplacer mon objet sur l'axe X, par exemple, j'appuie sur G pour le grab, puis l'axe X, par exemple. Donc là, ça va contraindre mon déplacement que sur l'axe X par rapport au monde. Je peux aussi
faire G, Z pour le déplacer sur l'axe Z, G, Y pour le déplacer sur l'axe Y. Pareil avec rotate, donc R, X, je le tourne que sur l'axe X, R, Y, R, Z, ok. Pareil avec le scale, S, X, donc là je le scale que sur l'axe X, X, S, Y, S, Z. Voilà. Là, si je fais Gx, donc si je le grabe sur l'axe X, ça va le déplacer sur l'axe X par rapport aux coordonnées du monde. Mais on voit que, et après je finis avec cette vidéo-là, on voit que mon cube est tourné. Si je veux le tourner sur son axe X à lui, puisqu'il est tourné, je fais G, X, X, et là ça va me le déplacer sur son axe X à lui. Donc c'est les coordonnées locales à lui. Voilà. On voit que les transforms de location, en fait, ça modifie sa position X, Y, Z par rapport au monde, parce qu'il va recalculer sa position dans le monde par rapport à sa coordonnée locale en X. Donc visuellement, je le déplace sur son axe X à lui. Alors, ce que je fais en réalité, c'est le déplacer en X, Y, Z par rapport au monde, mais ça se fait de manière assez intuitive. Ok, je pense que ça fait beaucoup. Donc pour rappel, cette fenêtre-là, la touche N pour l'ouvrir et la fermer, je peux le remettre à 0 ou bien appuyer sur Backspace pour initialiser ces informations de location, rotation et scale. Je peux utiliser les gizmos pour le déplacer, ou bien G pour le déplacer, R pour le rotate, S pour le scale, suivi de l'axe qui nous intéresse. Donc G, Y par exemple, GZ, GX. Et ça marche sur n'importe quel élément, ça marche aussi bien sur la light. Là je la tourne, mais visuellement, vu que c'est un point, on n'a pas l'impression qu'elle tourne, mais elle tourne bien. Je peux la déplacer, la scaler. Pareil pour la caméra, je peux la scaler, la tourner, la déplacer. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. En vrai, en fait, là je sais pas combien de temps, depuis combien de temps j'enregistre, ça fait peut-être 20-25 minutes que je parle, moins peut-être, je ne sais pas. Ce qui est hyper intéressant avec un apprentissage comme ça, c'est qu'en fait, là ça va faire peut-être 40 minutes de vidéo. Ça fait une longue introduction. Tout ce que je viens de dire, si vous l'intégrez par l'expérimentation, donc je vous invite encore une fois à aller ouvrir le logiciel et aller trifouiller tout ce que je viens de vous expliquer. Là, ça a pris 40 minutes pour bien comprendre de quoi il s'agit point par point, sauf qu'en fait, maintenant, vous allez ouvrir le logiciel, vous allez cliquer sur l'objet, vous allez le déplacer, et puis en fait, maintenant, ça va vous prendre que quelques secondes pour déplacer votre caméra dans l'espace 3D, zoomer sur un objet, le déplacer, etc. etc. Voilà, donc ça, maintenant, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus intuitif et qui va vous prendre vraiment quelques secondes et qui va devenir presque automatique. C'est comme apprendre à conduire une voiture. Les premières séances, le conducteur va... C'est lui qui va gérer les pédales et vous allez juste tourner le volant pour prendre le gabarit de la voiture, ça va devenir intuitif, puis après on va commencer à juste jouer sur la pédale d'accélération, le frein, puis après on va jouer sur l'embrayage et puis jouer sur le- passer les vitesses. En même temps, ça va être compliqué parce que vous allez devoir faire attention aux priorités à droite, vérifier les rétroviseurs, l'angle mort, et un jour, vous n'y pensez plus. Vous allez prendre la voiture, vous allez aller au travail, vous n'allez même pas penser à la voiture, ça va faire partie de vous, alors qu'au départ, conduire une voiture, c'est tout sauf intuitif. Mais ça le devient avec le temps, et un jour, vous rentrez dans la voiture, vous mettez la musique, vous êtes avec des potes, vous pouvez parler, vous allez à la plage, et la voiture devient un moyen presque agréable d'aller faire vos activités et devient un outil intuitif. C'est la même chose avec la 3D, c'est que tout ce que je vous dis là, ça prend du temps à intégrer, mais une fois que c'est intégré, ça devient automatique et c'est hyper
agréable de ensuite se concentrer sur ce qui est véritablement important, à savoir le processus créatif. C'est pour ça que l'outil et la technique, c'est hyper important de les intégrer et c'est ce qui va vous émanciper, en fait. C'est pas une contrainte. La technique, lorsqu'elle est lorsqu'on est bien organisé et méthodique, ça permet de justement ouvrir les portes à la création et justement à un processus itératif et à de l'expérimentation et à être, dans une créativité, on va dire presque organique, fluide et pas, purement mathématique. En tout cas, c'est ma croyance et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous aurez bien raison, parce qu'il y a plein de manières de faire. Et ben voilà, je pense que dans la prochaine vidéo, on va commencer à voir les différents systèmes de rendu et de mise en lumière d'une scène 3D. Et ensuite, on pourra commencer à recréer cette illustration que j'ai mise en fond d'écran en 3D. Donc petit rappel, si ça vous intéresse de savoir comment créer ce genre d'illustration en 2D, il y a un autre tutoriel sur les fondamentaux sur Photoshop, la création de calques et créer des formes simples en 2 dimensions. Et là, ce sera la logique similaire, mais en utilisant l'outil 3D. Bon bah voilà, je vous remercie d'avoir encore une fois écouté. Si vous avez des retours sur le côté pédagogique ou autre, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Et à bientôt, à très vite.